Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler handicap, on va parler de ce que attendent le public handicapé et aussi attendre ce que ceux qui défendent la cause, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils vont proposer aux candidats au départemental et au régional. On voit ça dans Causement Réunionnais. Anne-Marie Papy, bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Dorla, bonsoir. Bonsoir Gismi, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. La question, c'est la démarche. On va revenir sur la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau. Là, vous avez donc enclenché une démarche. On rappelle, c'est quoi cette démarche ? Alors, en fait, la démarche qu'on a déclinée la dernière fois, c'était la co-construction du document que je vais présenter là à la suite. Des travaux qu'on a menés officiellement et sur le plan national concernant la politique inclusive. Et aujourd'hui, toute cette démarche qu'on a fait, c'était de présenter c'était quoi l'inclusion. Et aujourd'hui, on a concrétisé tout ça dans une charte de l'élu qui va être transmis aux candidats, à toutes les personnes qui sont susceptibles d'aider, d'accompagner et de décider surtout pour le monde du handicap. Et par rapport au contexte aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup de lois. Il y a eu cette fameuse loi de 2005 de Jacques Chirac. Quel constat on peut faire aujourd'hui ? Il y a eu une régression pour vous de, je dirais, à destination des personnes porteuses de handicap. Les lois ne sont plus aussi performantes qu'avant. Écoute Gismi, il y a, comme tu dis, il y a des lois qui sont sorties, mais malheureusement, soit elle n'est pas appliquée, soit elle est peu appliquée. Comprends ? Et puis, il y a aussi des lois à améliorer. Il faut le reconnaître qu'actuellement, depuis 2017, il y a des avancées assez positives, mais malheureusement, il faut plus renforcer tout ça là en fin de compte. Alors, à chaque fois qu'on parle de l'application de la loi, surtout avec les collectivités, eux parlent de budget. Pour mettre en place telle loi ou telle loi, il faut plus d'argent. Et comme c'est l'État qui est normalement l'État ou les départements, parce que les départements, normalement, ont les compétences en matière de personnes porteuses de handicap, il faut à chaque fois plus de moyens. Et il y a quelque chose qui m'a surpris chez Emmanuel Macron, quand il a parlé de politique, il a mis en avant l'État et les départements, mais pas les régions. Donc là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les départements auront un peu plus de moyens pour, à la rigueur, faire ce que l'État ne peut pas faire ou ne veut pas faire ? En fait, ce qu'on a mis en place, nous, aujourd'hui, décline dans deux chartes. Une charte départementale, qui sont propres aux compétences du département, et une charte régionale, avec les compétences qui sont dédiées au régional. Et ce que moi je veux dire par rapport à la loi Chirac, là, que tu parlais 2005. De 2005, ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous amène à réfléchir autrement aujourd'hui, et justement à inscrire dans le marbre pour que les élus, les futurs élus s'engagent, c'est aujourd'hui le constat. Je vais vous donner quelques chiffres là. Hein. On a 385 000 élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires. On va juste d'abord définir le cadre. On parle que de la Réunion, là. Oui. 385 000 élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires, c'est-à-dire handicap visible et invisible. On a 104 500 élèves en ULIS. On a 84 000 élèves supplémentaires depuis 2017. 84 000 depuis 2017. Et on a plus de 6% d'élèves en situation de handicap scolarisés par rapport à la rentrée 2019. Et 70 000 élèves en unité d'enseignement médico-social ou sanitaire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit réadapter les lois existantes. Ça veut dire qu'on doit renforcer
les droits liés aux personnes porteuses de handicap et revoir la politique du handicap. Alors, il y a donc une équation à plusieurs inconnus. Et la première, c'est comment faire pour bouger une machine comme l'éducation nationale, parce que quand il s'agit de modifier des lois au sein de cette structure, c'est plutôt très complexe de bouger une telle machine. Parce que, on va prendre juste les handicaps sont multiples, et cette machine, elle est très vieille, elle a du mal à se remettre en cause. Comment faire aujourd'hui pour que d'abord le ministre de l'Éducation nationale et après les différents les différents représentants à différents niveaux puissent mettre en place des lois que même l'État a du mal à faire vivre. Gismi, tu prends tout juste l'exemple vraiment concret de ce manque. Est-ce que c'est de moyens? Est-ce que c'est le manque de personnes? Est-ce que c'est la volonté de la personne? Je peux pas te répondre actuellement, tu comprends? Parce que moi, je te dis, ça fait presque 8 ans que je suis actif niveau associatif, tu me connais. Oui. Niveau collectif citoyen handicap. Tu comprends? Actuellement, faut que tu saches qu'il y a un de vos confrères qui travaille au GIR qui a sorti un article, je lis, élèves en situation handicap, les enseignants regrettent le manque de moyens. Tu comprends? Figure-toi, j'ai été reçu avec les recteurs ici à La Réunion. Toujours, on a toujours terminé, j'ai dit, il faut toujours anticiper la chose. Toujours anticiper. Une année pour une autre année. Dire que, au jour d'aujourd'hui, on trouve toujours des élèves en manque de moyens, fait dire quelque chose, quelque part, qui va pas. Alors, je vais être méchant dans l'exemple que je vais prendre. Ne serait-ce que pour avoir un AVS ou une AVS dans une classe, pour une personne. Regardez aujourd'hui ce que le rectorat a comme moyen pour certains élèves, pour une petite partie, et regardez la grosse majorité qui se retrouve seule. Donc, on voit bien que c'est un problème de moyens. Il y a rien, c'est pas une question peut-être de volonté aussi, bien sûr, parce qu'il faut faire des choix. Mais qui doit faire les choix? Les personnes, l'environnement des personnes porteuses de handicap se réunit et classe les personnes qui méritent d'avoir l'AVS et met de côté ceux qui ne pourront pas le faire. Comment aujourd'hui choisir sur le peu de moyens? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et il faudra choisir à qui on donne. Et c'est là le gros problème. Et pour ne pas avoir à choisir, généralement, c'est très simple, ils ne font rien. Ce qui est vraiment malheureux. Parce que moi, je t'explique comment, logiquement, il fonctionne. Le CDAPH, il prend des décisions pour attribuer un aidant, la USH. Alors, on va juste rappeler que MDPH, ça veut dire maison de la maison départementale des handicapés. Voilà. En fin de compte, là-dedans, tu as un conseil, c'est la CDAPH. Le conseil, d'accord, qui n'arrivera pas. Conseil départemental. D'accord. Bon, là-dessus, c'est que ce conseil, il traite par rapport aux dossiers. Il débloque les AESH. Ça, ce sont les secrétaires pour les aider les personnes porteuses, les élèves qui en ont besoin pour faire avancer comme tout le monde. Tu comprends? Là-dessus, dès que c'est pris en charge, ils envoient immédiatement le dossier au rectorat. C'est au rectorat, c'est à eux de trouver les solutions pour permettre, satisfaire ces élèves pour avoir ces aidants. Est-ce que c'est un manque de moyens pour eux? Est-ce que c'est un manque de temps? Comment se sert? Actuellement, on peut trouver des élèves qui n'en ont pas d'aide. Anne-Marie Papy vient de donner des chiffres. Alors, pour être concret, combien d'enfants aujourd'hui a besoin soit d'un aménagement précis et vraiment personnalisé, et combien ont besoin d'être accompagnés par un ou une AVS? En fait, moi, j'ai pas les chiffres exacts, pour être clair. J'ai pas les chiffres exacts de la demande
dans les classes. Mais nous, le travail qu'on a fait, en fait, c'est pour que demain, on n'a plus à travailler comme on l'a fait maintenant, jusqu'ici. C'est-à-dire attendre qu'une maman pleure pour avoir quelqu'un pour accompagner son enfant, mais que les personnes, nos décideurs politiques, s'engagent à mener toutes ces tractations, toutes ces politiques et travailler en transversalité entre l'investissement, le fonctionnement pour inclure les personnes porteuses de handicap. C'est toute une construction de mentalité, de culture, de l'inclusion. La société inclusive, elle concerne tout le monde. Elle n'a pas de parti, elle n'est pas politique. C'est une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, elle est portée par Sophie Cluzel, qui, elle n'est pas la REM, parce que les gens regardent le document qu'on leur présente. Elle n'est pas la REM. C'est une ministre qui est issue du gouvernement socialiste, etc. Et comme elle est très impliquée, parce qu'elle-même a une enfant porteuse de handicap. Donc, elle s'est donnée, elle s'est sacrifiée pour travailler à changer tout cela. Donc, ce que nous proposons, c'est que on respecte les droits universels du handicap. Et qu'aujourd'hui, ceux qui vont changer, c'est pas moi, c'est pas Frédéric, c'est pas vous tout seul dans notre coin. Ceux qui vont changer, ce sont les futurs élus. Ce sont ceux qui vont s'engager pour le handicap. Il faut arrêter que dans le programme des élus, leur profession de foi, oui, on va mettre une ligne concernant le handicap. Mais cette ligne, on ne s'engage pas dessus. Qui va vérifier au bout d'un mandat que l'élu qui s'est engagé à construire 4 parkings, 5 parkings l'a fait? Mais le handicap ne s'arrête pas au parking. Ce qu'on veut faire, nous, c'est travailler cette nouvelle mentalité. C'est porter quelque chose de fondamental et d'universel. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par former justement les candidats, former les élus aux lois qui sont et qui existent déjà, à les faire connaître, qu'eux sont conscients que ça existe déjà. Parce que pour eux, des fois, on a l'impression qu'ils tombent de bien haut, parce que, ah bon, ça existe? Ah bon, je savais pas? Ah bon? Et parfois, c'est vexant. C'est pour ça qu'il existe des formations pour les candidats aux élections. Et moi, je conseille vivement aux candidats, soit au département, soit à la région, de s'informer sur des lois existantes, ce qu'ils peuvent, eux, porter dans leur programme pour améliorer, parce que ce sont eux qui vont décider comment ils peuvent l'améliorer, comment ils peuvent porter. Vous savez, une charte, ils ne sont pas obligés de tout respecter dans la charte. Mais au moins cet engagement, et signer cet engagement pour que vraiment les choses changent, parce que nous, on sera les gardiens de cette charte. On va regarder qui signe, qui respecte. C'est tout ce qu'on demande. Et si tout le monde s'engage et respecte, normalement, cette construction, elle se fera. Alors, on est en campagne, donc les gens vont s'engager, les candidats vont s'engager. Maintenant qu'ils respectent, vous savez comment ça se passe. Après, l'autorité du département ou l'autorité de la région sera les seuls à donner les moyens aux élus pour la mise en œuvre. C'est la structure, enfin, le schéma que vous voulez est simple. Mais jusqu'à maintenant, combien de schémas simples vous avez proposés et combien de schémas simples ont été respectés ou pas? Voilà. Donc, alors, nous, on va surveiller. Et on a le plan de relance. Oui, on a le plan de relance. Région, plutôt. Ça concerne les deux. Oui. Le plan de relance inclusif. Le plan de relance inclusif, il dit quoi? Il dit que pour le département, s'il y a des candidats qui s'engagent à respecter cette charte qui a été signée aujourd'hui par le maire de l'Entre-deux, Bachil Vali, qui lui va mener une politique de développement local avec ses habitants, avec ses ressources, avec ses richesses, et qui inclut justement
des personnes qui sont laissées en marge dans ses écoles, dans son collège. Donc, il va pouvoir mener des choses. Et le plan de relance inclusif permet aux autorités des territoires de mettre en œuvre. Donc, c'est à nous de vouloir. Si on veut, on peut. Donc là, moi, je pense qu'il y a une économie sociale, circulaire à développer autour du développement de l'inclusion qui peut régler beaucoup de choses. Parce que l'inclusion dans nos écoles, qui intéresse les communes, dont c'est l'autorité, les compétences. L'inclusion dans nos collèges, dont l'autorité, c'est le département. L'inclusion dans les lycées, les hébergements, les bâtiments, la mise aux normes. Tout ça, c'est un développement économique autour du social, autour du handicap. Et c'est là-dessus qu'on peut relancer aussi l'économie de l'île. C'est comme ça qu'on peut aussi relancer l'emploi des personnes porteuses de handicap dans nos entreprises, dans nos services publics, dans nos écoles. Et voilà ce qu'on propose. Nous, on ne dit pas c'est un parti qui va mener une politique, etc. Cette charte-là, elle s'adresse à tout le monde. Et on doit tous s'y mettre. Si on veut parler du handicap, si on veut aider, si on veut apporter de l'autonomie, si on veut inclure au lieu d'exclure, voilà ce qui est proposé. Et c'est une charte nationale qui est travaillée. Je le redis, Gismi, je vais peut-être me répéter, qui est travaillée par des ministres qui sont aux décisions, par des conseillers techniques, des médecins, des psychologues. Vous avez le ministre des droits à la famille et à l'enfance. Vous avez la ministre qui lutte contre toute forme de discrimination, le harcèlement, la violence. Vous avez Madame Cluzel, chargée du handicap. Donc, il y a la société civile qui est autour. Parce que le père fondateur de ça, c'est quelqu'un qui travaille qui a travaillé, qui était directeur d'une IME. Et lui, c'est lui qui a réfléchi à la pratique au cours de son expérience au sein de son établissement, qui a proposé de travailler, de fédérer avec toutes les personnes de la société civile, quel que soit leur bord politique, et de faire progresser cette charte, de travailler dessus et d'apporter des citoyens qui ont envie de s'engager pour l'inclusion. Gismi, je peux ajouter deux trucs aussi, parce que normalement, l'handicap, c'est social, c'est le département. Nous, on a mis en place une charte à la fois pour le département, pour la région. Aux échéances futures, on verra si ça a marché vraiment, parce que mener l'handicap à la région, logiquement, qui n'est pas du tout son compétence, si on voit qu'il y a des régions qui ont joué le jeu, fait dire que ce sera un gagne, tout simplement. C'est bien que ce sera la région de la Réunion encore, c'est un exemple, hein. Comprends? Qui sait? Oui. On ne sait pas du tout, hein. Si on a proposé ça à un candidat ou bien une candidate, s'il dit, écoutez, moi, mais je suis prêt si je suis élu président de région, d'amener ça dans ma collectivité, ce sera un gagne. Tu comprends? Parce que c'est un exemple, parce que de base, c'est pas la compétence, mais si tu arrives à inclure tout le monde sur un socle commun, personnellement, voire même toute l'équipe d'Inclusion en marche, sera un gagne, hein. Même voire même en métropole aussi. Oui. Sera un en fait, gagne. au niveau régional, nous avons des espaces qui appartiennent à la région, des espaces qui appartiennent au département, des espaces qui appartiennent aux communes, etc., etc. Et à partir de ces espaces, ce que nous proposons à travers cette charte au niveau régional, par exemple, c'est les aménagements, c'est l'accessibilité, c'est que les personnes porteuses de handicap puissent aller pratiquer un sentier comme n'importe quel citoyen. Ils ont la compétence transport, les mobilités. Donc il faudrait développer un certain nombre de choses.
Et en ce moment, on est en plein dans le vélo, dans la pratique du vélo comme mobilité. Pourquoi pas équiper des associations sportives ou caritatives de tandems, par exemple, l'acquisition de tandems électriques pour pouvoir faire du vélo à des personnes qui sont malvoyants ou aveugles. Pourquoi on ne le fait pas? Et ça, la région peut le faire. Sur l'accessibilité et la remise aux normes pour accueillir les handicapés au niveau des lycées, c'est de la compétence régionale. Le Crous, les salles de restauration, etc., c'est de la compétence régionale. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est accessible aux personnes porteuses de handicap. Et donc, tout ça, ce sont des remises aux normes. C'est de relancer aussi l'économie dans la remise aux normes. Vous voyez où on veut en venir? Donc, on a beaucoup de thématiques où les candidats, régions ou départements peuvent s'inscrire dans le portage de ces engagements. D'accord. Merci Anne-Henri Babi pour cette information. Également, merci Frédéric Dorla. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti pour cet échange. Je vous propose lorsque vous aurez d'autres informations et sans doute de travailler sur des articles plus précis, de revenir et depuis de faire aussi le point, de voir comment les élus ont abordé ou pas cette charte que vous avez proposée. Voilà. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Okay. Merci. Voilà, voici notre charte départementale. Signée par M. Valli. Et notre charte régionale. Que j'invite aux candidats de la région de nous contacter. D'accord. Voilà. Merci à vous deux. Merci Gismi. On marque une pause, on se retrouve juste après. À quel âge vous êtes devenu facteur? À 19 ans. Vous êtes devenu facteur où ça? En métropole. Dans quelle ville? Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Après tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres, dans le Tarn. Quoi l'a décidé de devenir facteur déjà? Ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était, je me rappelle, c'était en décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui venait passer à la maison. Il y a un portant le journal et ma mère qui lit le journal. Elle me dit tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas? Et après, c'est de là, après j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. J'ai passé le concours en 1974. Et en quelle année tu es arrivé en métropole? 1975. Combien de temps ça a duré le métier de facteur en métropole? Et de 1975 à 2012. Ça a été long? Non, pas long, non, pas long. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, on ne voyait pas le temps passer. C'était quoi facteur en 1975? Oh, facteur en 1975, disons, au début c'était bon, démarré dans la région parisienne. C'était pas ingrat, mais on était à peu près invisible par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrot, les entreprises, mais très peu avec les particuliers. Les particuliers peuvent être branchés dans la ville de Boulogne-Billancourt, c'est plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne le voyait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant 8 ans à Boulogne, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais muté en province, là c'était différent. Alors, que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur? Le travail du facteur, c'était plutôt un service pas considéré comme un travail, c'était un service qu'on rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfidents. Il y avait des endroits, ils voyaient juste le facteur, ces personnes qui voyaient de la journée. C'est pas vraiment un travail, c'était plus c'était plus un service rendu par rapport à la population.
Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes? Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Les conditions de travail. Même si on n'avait pas une grosse paye, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors. Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors, c'était très agréable. Ça. Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. Ah, c'est plus du tout le même métier. Bon, c'est pas de leur faute. Hein. Et c'est les conditions de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Hein. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a à peu près 10 ans, et quand j'ai quitté il y a 10 ans, et là, c'était vraiment la fin vraiment du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pressé pour partir à la retraite que de rester. Bon, il y a, je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on est rentré à la poste, là, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin, on est devenu des délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, j'aimais mon travail. J'arrivais à la fin de carrière, avec les conditions de travail qu'on avait, de faire plus d'erreurs, beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différence. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur? Là, c'est difficile à répondre, parce que comme je suis plus sur le travail, là, même besoin, je ne sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, là, on a du mal à discuter avec. Souvent, c'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent. Je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant, a le besoin comme. Je sais pas. Là, je peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée? Ah oui, c'était un membre de la famille. J'avais une tournée à Cache, je l'ai gardée pendant 23 ans. Je l'ai gardée pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc, j'avais jamais facteur quand ils me connaissaient. Moi, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur qui est bon client. Si le facteur il est bien, les gens sont bien avec moi. Les gens ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions où l'a connu, il disparaît peu à peu. Ah, bien sûr, oui, c'est dommage. Bon, comme je disais tout à l'heure, le facteur c'était un confident par rapport à certains. Là, je faisais une tournée, il y a beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même parfois, là, les gens s'abonnaient là où c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt parce qu'il y a un porteur du journal le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour boire un coup avec le facteur. Et c'est ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier? Oui, on avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, plus de charge de travail. Les conditions de travail, c'était devenu déplorable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quel souvenir gardez-vous de cette activité professionnelle? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin, ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la poste, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde encore les connaissances. Mais c'est compliqué. Il y en a 2 qui m'ont appelé hier encore, d'Albi et de Toulouse. Non, on garde. En gros, c'était une grande famille. Souvent, même après le travail, le week-end, on pouvait se retrouver pour aller voir un match de rugby ou aller manger au restaurant. Des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.